Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Avant de commencer cette interview, je voudrais simplement prévenir nos auditrices et auditeurs que nous allons aborder dans le détail avec notre invité le sujet du cancer et en particulier l'accompagnement d'un proche malade. Cela reste donc bien sûr à votre discrétion de choisir de poursuivre votre écoute ou pas si vous sentez que ce n'est pas le moment pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir très très grand de recevoir Maureen Dumoulin. Salut Maureen et bienvenue sur Veto Micro. Coucou Colline, merci à toi. Ouais, avec grand plaisir. J'ai envie de commencer par te remercier d'avoir accepté de venir témoigner pour le podcast. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, pour que les auditrices et auditeurs fassent connaissance avec toi, on va prendre le temps de parler de ton parcours de vétérinaire. Et on va ensuite plonger dans une période bien particulière de ta vie personnelle. On va plonger ensemble dans 3 années de lutte contre le cancer. 3 années pendant lesquelles tu as accompagné Fabien, ton conjoint, qui se battait contre une leucémie aiguë lymphoblastique. Fabien, après s'être battu pendant 3 années, est décédé. Et aujourd'hui, tu as accepté de venir nous raconter ton vécu de cette période et de nous raconter l'après. Alors vraiment, merci de bien vouloir venir partager avec nous ce vécu aussi intime. Pour en dire un peu plus sur toi en tant que vétérinaire, donc tu es sortie de l'école de Lyon en 2015 et après une 5e année en mixte canine rural, tu as commencé à travailler pendant à peu près 1 an dans un zoo en tant que vétérinaire sanitaire. Ensuite, tu as 6 ans et demi d'exercice en clinique mixte, canine et rurale. Et toi, tu exerçais exclusivement en canine et en NAC. Tu t'es essayé pendant un temps à la pratique à domicile où tu as eu à la fois une pratique généraliste et à la fois une pratique en urgence. Aujourd'hui, tu as changé de région, tu vis en Savoie et tu exerces dans une clinique canine exclusive depuis environ 1 an en tant que collaboratrice libérale et tu te fais plaisir en développant petit à petit le pôle NAC dans cette clinique. Tu vis en concubinage, sans enfant, avec un chat, un serpent, Boris, qu'on salue, un cheval et un escargot africain. Donc on va pas commencer par la traditionnelle question, elle viendra juste après. Il faut qu'on parle de l'escargot africain, Maureen. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Comment t'en es venue à posséder cet animal ? Ça fait 3 questions en une, mais vraiment, je veux que tu répondes à ça. Un escargot africain. Donc effectivement, c'était un escargot qui est l'espèce est originaire d'Afrique centrale. Il s'appelle l'Acatina. Okay. Et qui fait, à taille adulte, la taille de la main, qui comprend la paume et les doigts. Ah oui, quand même. Sur une belle bête. Et ça se reproduit très très bien. Okay. Les escargots sont hermaphrodites. Tu prends 2 escargots africains. Ils font leur reproduction une fois, tu les sépares et chacun va faire pendant 3-4 ans, 3 fois par an, une ponte de 100 à 200 petits. Ah oui. Donc autant dire que ça fonctionne très très bien et chez les terrariophiles c'est très prisé, c'est très mignon, ça commence tout petit, tu les vois grandir, c'est très sympa. Okay. Mais il faut vraiment se méfier parce que tu peux vite te retrouver un peu en surnombre. Oui, tu m'étonnes. Si t'as 100 petits qui font chacun son petit, on va pas faire le calcul. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'adopter
si on peut le dire comme ça, un escargot africain? Alors pour être honnête, c'est l'occasion. Il y a une époque où je m'étais rapproché, on s'était rapproché d'une association de terrariophilie dans la Nièvre, Ok. et on avait beaucoup sympathisé avec les personnes là-bas. On avait participé à certaines de leurs conférences, congrès, etc. Et il y avait notamment certaines personnes qui élevaient ces escargots pour les vendre en bourse. Ok. Et donc la fille de Fabien qui voulait absolument un escargot, enfin un animal de compagnie, on lui a dit OK, un escargot c'est très bien, ça demande un peu d'occupation, s'occuper, voilà, gérer l'alimentation, surveiller, etc. Mais c'est pas non plus un être qui demande un gros investissement. Ok. Donc c'était parfait. Ok. Donc c'est Turbo. Turbo L'escargot, voilà. Et un enfant, voilà, ça arrive que au bout de 1, 2, 3 ans, l'escargot ça lui plaisait bien, mais elle a grandi, pré-ado, ado, et finalement l'escargot c'est bien mignon, mais j'arrive plus à m'en occuper. Donc Ok. on l'a récupéré. Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes de Des Turbo. Ok, super. On va pouvoir passer à la vraie première question traditionnelle, mais vraiment, je voulais savoir ce que c'était que cette histoire d'escargot. Du coup, Maureen, pourquoi est-ce que tu es devenue vétérinaire? Je suis devenue vétérinaire parce que c'était un rêve d'enfant. Ok. Ça faisait partie du top 3 des métiers que je voulais faire quand j'étais petite, avec archéologue et avocat. Et c'est un rêve qui m'a toujours poursuivie. J'ai été au contact des animaux très très jeune avec ma maman, avec les chevaux, puis après avec des animaux qu'elle avait en famille d'accueil pour des associations. Et déjà en primaire, je me souviens de mes parents me disaient, écoute, c'est au collège, écoute, ce vétérinaire c'est quand même difficile. Mais tu veux pas essayer de voir s'il y a pas d'autres métiers qui te plaisent avec les animaux? J'avais regardé plein de choses. Je me dis ah ouais, ça me plaît. Ok. Mais vétérinaire toujours dans un coin de ma tête. Et j'ai fait un stage en collège dans une clinique Ok. canine. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, je voulais faire vétérinaire à cette période-là, pas forcément pour les animaux, mais pour faire inspecteur. Ok. Inspecteur de quoi? Sanitaire, tu sais, pour aller dans les restaurants et dire, c'est le côté avocat justicier qui ressortait un peu. Ok. J'allais aller dans les restaurants et dire non mais là ce que vous nous donnez à manger c'est pas bon du tout, il va falloir fermer, ça suffit. Tu savais au collège que ça existait ce métier? Ouais. Ah ouais, génial. Ok, on est très loin de Dactari là, Ouais, du coup, ouais, par c'est rapport au clair. rêve habituel. Et finalement, j'ai fait donc un stage en canine et je me suis dit mais c'est trop bien, c'est ce que je veux faire. Je suis tombée sur le maître des stages vraiment super qui m'ont fait j'ai fait des points de suture. Alors, j'étais en 3e ou 4e sur une chatte pour une ovario quoi. Enfin, donc ils nous ont vraiment fait participer. On a vu les côtés qui étaient pas toujours très faciles aussi du métier. Donc ouais, ça m'a quand même beaucoup plu et j'ai gardé cette optique-là, tout le reste de ma scolarité. Et oui, et aujourd'hui, tu exerces, donc tu as réussi à suivre ce rêve et à en faire une réalité. Comment ça s'est passé pour toi, l'avant réussite du concours? L'avant-réussite du concours, il y a eu déjà une non-réussite du concours. Ok. Donc moi, je suis passée par la prépa BCPST. Ouais. Et c'est déjà très très dur parce qu'on était 3 copines à l'époque à vouloir faire veto à Grenoble. Et en fait, ces 2 autres copines ont réussi à avoir la prépa de Champollion. Et moi, j'avais pas été prise parce que j'avais été un peu moins assidue à l'école, au lycée. Et donc du coup, grosse déception. J'ai été prise dans une petite prépa en Auvergne. Donc je suis partie à 18 ans loin de ma famille, loin de mes amis, avec ce premier gros échec de pas avoir réussi à avoir ce que je voulais. Donc ça a été très très dur cette prépa, mais on était dans une petite prépa familiale à Marmilla et c'était super. Franchement, c'était quand même vraiment des super années, même si c'était pas facile. Et la première fois que j'ai passé le concours, j'y croyais vraiment, mais j'étais à 41 places, 41 places d'avoir Toulouse.
Et donc, il y avait toujours cette petite espoir déjà en septembre. Tu retournes à la prépa, mais tu te dis, allez, peut-être que je vais monter dans le classement, même si tu sais bien qu'à 41 places, va pas trop y avoir de désistement. Et donc, mon année de 5,5 a été compliquée. Elle a été très compliquée. J'ai plus mal vécu. Je pense que j'ai quand même moins travaillé. Ça a été très dur, cet échec aussi, là. Et finalement, en fait, quand j'ai passé les concours, il y a eu un déclic où je me suis rendu compte de tout le travail que j'avais fait pendant les 2 premières années et notamment ma 3,5. En fait, le déclic en 5,5 où j'ai compris ce qu'on attendait de nous. Vaut mieux tard que jamais, mais j'ai vraiment compris le déroulé des exercices, le déroulé là ils vont nous poser telle question, donc là ils vont nous demander ça. Et réussir à prendre, j'avais vraiment l'impression d'avoir réussi à prendre du recul sur le concours. Et même si tout au long de l'année de ma 5,5, j'étais pas dans le top niveau, et à la fin, c'était moi qui étais en tête au niveau du concours dans les places, dans ma classe, c'était moi qui étais en tête du classement. Donc trop contente, et j'ai pu rejoindre ma meilleure amie de l'époque qui, elle, avait pu intégrer en 3,5 Lyon. J'avais passé quelques jours avec elle, quelques soirées, ça m'avait beaucoup plu et je me suis dit, allez, là, j'ai le choix. J'ai choisi d'aller à Lyon, je me rapproche de ma famille, je me rapproche de ma pote et trop bien. Génial. Ça donne du baume au cœur d'entendre cette belle réussite après avoir galéré et à 2 reprises avoir vécu des choses pas faciles. Comment tu vis? Parce qu'il y a la réussite du concours qui est très joyeuse et qui dit waouh, en plus c'est hyper bien dans le classement par rapport aux autres autour de toi, et ça fait un bon boost à l'ego quand même et à la confiance. Et comment tu vis concrètement cette arrivée à l'école que tu as tant attendue? L'arrivée à l'école, pour moi, c'est la vraie vie étudiante. Okay. Celle que tu vois dans les films, celle que t'attends, que t'as pas en prépa parce que t'as pas le temps de faire trop de sport, de t'investir dans des associations, de sortir. On l'a quand même vécu, et quand je compare avec d'autres personnes qui ont vraiment été entre guillemets rats de bibliothèque et qui n'ont pas du tout bougé, j'ai quand même vécu une vie étudiante, mais c'est pas pareil parce que t'as quand même le poids de ton avenir. Oui. Là, je suis à l'école, c'est l'autoroute, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de raison que je réussisse pas. Donc, la pression redescend et je peux vraiment profiter de ma vie d'étudiante, faire tous les sports que je veux, m'investir dans les associations, goûter à la cohésion qu'il y a au sein de ma promo et entre les différentes promos. L'impression d'avoir cette grande famille veto et étudiante dans laquelle moi, je me suis sentie bien, quoi. Ok, génial. Est-ce qu'il y a une association en particulier que tu retiens de l'école Veto? Il y a Boomba. Instantanément, avec les yeux pleins d'étoiles. Ouais, je savais. Il y a quand même quelque chose quand tu arrives à l'école où au début je te disais je voulais faire vétérinaire. Alors déjà à la base pour être inspecteur sanitaire, mais après en fait je me rends compte que non, c'est plutôt la canine. Et t'arrives à l'école et on te dit en fait vétérinaire tu peux être, c'est toutes les casquettes que tu veux. Enfin, t'as vétérinaire rural, canin, équin, dans les zoos, en laboratoire, et il y a vraiment un nombre de métiers incalculables qui te tombent dessus et tu dis, faut que je choisisse encore. Ok, bon, je sais pas trop, je suis montée un peu à cheval, etc. Et j'avais quand même toujours un attrait pour les animaux sauvages. Dans les métiers dont je parlais, quand mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire éventuellement, j'avais trouvé animatrice en zoo, où justement au public tu parlais de la vie des animaux, de la vie dans leur espace naturel, la conservation, etc. Et du coup, je suis un peu revenue là-dessus, sur les animaux sauvages. Je connaissais pas du tout Dactari. Tout le monde me parlait de ce syndrome-là. Mais a priori, c'est ce à quoi je correspondais comme une grosse majeure des étudiants. Et c'est pour ça qu'il y a Boomba, ça a été l'association qui se rapprochait le plus de ce qui me faisait vibrer les animaux sauvages. Peut-être que tu peux dire en quelques mots
qu'est-ce que c'était cet asso? Parce que nous, on connaît vu qu'on est de Lyon, mais il y a des gens qui savent pas ce que c'est Yabumba. Oui. Alors, tu as des pôles Yabumba dans toutes les écoles. Ah ouais, ok. Et on organise des congrès tous les Ignare, ans. je suis. Et c'est vraiment pour la promotion de la faune sauvage exotique, tout ce qui est travail dans les eaux, dans les réserves aussi, mais aussi tu as une partie NAC, Ok. les nouveaux animaux de compagnie. Eh ben, ça tombe bien que tu parles des NAC, puisque il y a une part de moi qui se dit comment tu tombes là-dedans au point de derrière te qualifier de terrariophile. J'ai toujours aimé quand t'es petite et que tu veux faire vétérinaire, tu regardes des documentaires animaliers. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Ouais. Je regardais beaucoup de documentaires animaliers. J'avais plein de magazines sur la vie des animaux. J'ai appris à mes grands-parents et à mes parents qu'il existait des manchots qui s'appelaient des gorfous-sauteurs. Ils se sont moqués de moi jusqu'à ce que je leur prouve que ça existait bien. Donc, j'ai toujours eu cet attrait un peu pour les espèces un peu particulières. Et notamment, quand j'étais en primaire, on a eu un remplaçant un remplaçant de la maîtresse qui nous a amené sa couleuvre et qui nous l'a fait passer. Et j'ai pas du tout eu peur, j'ai prise sur moi, j'ai adoré. Et c'est toujours un peu resté. Les serpents, les reptiles. Génial. C'est beau que tu te souviennes de ton premier contact avec un serpent. Ouais, ça m'a marqué. Ouais. Ça m'a marqué. Et ce qui m'a marqué a posteriori, parce que, bon, c'est une question qu'on me pose souvent aussi, hein, quand je dis que j'ai des serpents à la maison, que j'en ai élevés, etc. Mais quoi? Mais comment t'en viens à aimer les serpents? Qu'est-ce qui a fait que... Et du coup, j'avais déjà réfléchi à ça. Oui. Et effectivement, le premier contact que j'avais eu, c'était ce contact-là qui m'avait beaucoup plu. C'était quelque chose d'agréable et j'avais pas d'aversion, j'avais pas de peur. J'avais pas personne dans ma famille non plus qui m'avait dit les serpents, faut les tuer, c'est pas bien, ça fait du mal. Enfin voilà, la peur des vipères qu'on a en campagne, des choses comme ça. Ouais. C'est pas quelque chose qui était ancré dans ma famille. Oui, ça a facilité l'expansion de ton amour, quoi. Ouais. Ok. Donc t'es à l'école, tu découvres l'association Yabumba qui te donne toute cette place pour ton amour de l'exotique. Ouais, dont j'ai été présidente. Dont t'as été présidente. Ouais. Carrément. Combien d'années? 2 ans. 2 ans. Ok. Et comment ça se passe pour toi, le parcours entre toutes les années de théorie, l'arrivée à la pratique? Comment tu vis en fait ce déroulé d'école tel que tu l'as connu? Je crois que j'étais pas hyper assidue sur les cours. On avait l'avantage à l'école de Lyon d'avoir des preneurs. Ouais. J'ai été preneuse aussi dans certains cours. Moi aussi, j'ai fait ça. Je me suis acheté une conscience pour tous les cours auxquels je n'allais pas. Pardon, vas-y. Continue. C'est ça. Et c'est resté quand même très intéressant. Enfin, franchement, quand tu passes de la prépa, j'ai toujours été hyper curieuse de comment fonctionnait le monde, donc même la physique, chimie, etc. La bio, j'adorais ça. Mais c'est vrai que quand tu rentres à l'école vétérinaire et que c'est vraiment ciblé sur, ok, là, j'apprends mon métier, j'apprends les animaux, comment ça fonctionne, etc. C'est passionnant pour moi. Ouais. Donc, même si les cours, j'avais tellement... en prépa, t'en chies, t'en bouffes tellement du bachotage, etc., que c'est un peu la cassure et que tu te rends compte bien après que t'as été capable pendant 3 ans d'ingurgiter, de ressortir, etc., mais qu'après, t'as plus envie de le faire, tu te sens plus capable de le faire, t'as un espèce de blocage. Ouais. Mais ça me plaisait quand même les cours mais c'est surtout moi ce que je retiens, c'est surtout faire du sport, les soirées à thème, j'adorais me déguiser. On adorait avec notre groupe d'amis tel thème. Alors on va faire un déguisement de groupe, on va faire ci, on va faire ça. J'adorais ça. Ouais, donc pas trop les cliniques, les choses comme ça. Non. Bon, si après oui, c'est vrai que effectivement oui, les cliniques où c'est un peu plus de pratique, où tu as la transmission par les autres élèves qui te donnent leurs petits tips, qui t'épaulent, qui t'accompagnent. Ouais. Les stages, j'ai énormément retenu de mes maîtres de stage. Tous les petits conseils qu'on m'a donnés, les petits attention, pense à ça. Je me souviens que j'avais une maître de stage, elle me disait en chir, il faut que ton assistant muet, il soit clean. Tu mets tes clampes là, tu mets tes ciseaux là, surtout tu mets tes pinces entre les deux parce que si tu penses que tu vas prendre ton clamp et que tu prends ton ciseau, ça va pas le faire. Il faut que ce soit clair, comme ça, t'es clair dans ta tête, t'es clair dans ta chire et depuis je le fais. Et voilà, plein de petits trucs et j'ai adoré accompagner
même en début, les premières années, en première année, tu fais en élevage. J'ai adoré, j'ai bossé en tant qu'ASV, ça m'a permis aussi de voir le travail qu'elles font au quotidien, de comprendre aussi quand moi j'ai été en stage, d'avoir observé un peu le relationnel entre les vétérinaires, les ASV, et maintenant, actuellement dans mon métier, d'avoir bossé en tant qu'ASV et d'avoir vu mes stages, je pense que j'ai un peu plus conscience de la charge de travail qu'elles ont et du respect pour ce qu'elles font aussi, et que ça m'aide beaucoup dans la façon dont j'interagis avec elles et je travaille avec elles. Génial. Donc globalement, si je comprends bien, un très bon souvenir de l'école. Oui. Trop chouette. Donc très bon souvenir de l'école, ces 5 années absolument géniales où tu t'éclates et t'as cette liberté estudiantine enfin. Comment tu vis la sortie d'école et l'arrivée dans le premier job? La sortie d'école, déjà, je savais pas trop où j'allais. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait, du coup, orienter ma scolarité sur travailler dans des zoos. J'avais pris la mixte canine rurale parce qu'on m'avait dit, dans un zoo, tu vas avoir des petits animaux, des gros animaux. Grosso modo, un loup, c'est comme un chien, un tigre, c'est comme un chat, un éléphant, c'est comme un cheval, et une girafe, c'est comme un ruminant. C'est comme une vache. Donc, je m'étais dit, une mixte canine rurale pour engranger un maximum de connaissances, parce que t'as pas de filière zoo qui est créée dans l'école. Je crois que ça a un peu changé maintenant. Mais moi, à mon époque, la seule chose qui se rapprochait le plus de mon objectif, qui était vétérinaire de zoo, c'était faire une mixte canine rurale. Et dans les stages j'avais beaucoup de stages libres. Et dans les stages libres, j'ai fait des stages en zoo, en réserve. Je suis allée 6 semaines au Texas. Et du coup, mon objectif, c'était de pouvoir bosser en zoo. J'ai passé un entretien au zoo de Beauval. Ça s'est pas très bien passé. J'étais à 2 doigts, j'étais en finale, entre guillemets. Et en fait, donc j'ai pas été prise. Et posteriori, c'est pas plus mal parce que j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu après. C'était au moment où je venais de rencontrer Fabien, mon conjoint. Et si j'étais partie à Beauval, je sais qu'on se serait séparés et qu'on n'aurait pas vécu toutes les merveilleuses choses qu'on a vécues après, quoi. Et ouais, en fait, la question pour laquelle qui a décidé, parce que j'aurais demandé pourquoi, c'était, si jamais tu n'as pas l'internat, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je m'étais dit, mais si jamais j'ai pas d'internat, mais jamais j'arriverai à bosser dans un zoo, jamais j'arriverai à trouver quelque chose. Je dis, écoutez, je ferai des NAC. C'est ce qui se rapprochait pour moi le plus de ma vision des choses. C'était qui te posait cette question? La personne qui me faisait passer l'entretien à Beauval. Et voilà. Et en fait, a priori, c'est sur cette question. Du coup, ils se sont dit, du coup, j'avais pas assez la niaque pour eux, que j'étais peut-être un peu trop nac. J'avais pas assez veto de zoo. Donc voilà, ils ont choisi comme ça. Et puis du coup, je me suis dit, j'avais toujours pas passé ma thèse. Je devais la passer tout à la fin, en décembre. J'avais bien procrastiné. Et mais je m'étais dit, écoute, là, tant pis, tu cherches. Écoute, essaye de voir des stages. Un stage NAC, pour essayer faire quand même du NAC. C'est la probabilité la plus forte que tu as de travailler dans des animaux un peu exotiques, c'est les NAC. Donc cherche un stage. Et je suis allée toquer à la porte d'une clinique dans les Monts d'Or, et avec notamment un veto qui en fait se trouvait être le directeur adjoint du zoo de Taureau Park. Donc moi j'arrive avec mon petit CV. Coucou, est-ce que vous auriez enfin voilà, je suis en 5e année, je vais bientôt passer ma thèse. Je sais pas si vous recherchez quelqu'un pour bosser, mais en tout cas, si vous n'avez pas de place pour un boulot, moi je suis intéressée pour faire un stage en NAC. Et il regarde mon CV, il me dit ah ouais, t'as fait tout ça. Ok. Mais écoute, tu sais qu'à Taureau Park, je suis directeur adjoint et on recherche un vétérinaire sanitaire. Est-ce que ça t'intéresserait? Génial. Oui. Et donc, ouais. La petite fille du collège qui voulait être inspectrice, elle s'est dit oui. Parce que j'imagine que veto sanitaire, il y a ce côté-là, mais je me trompe peut-être parce que je connais très mal. Non, c'était pas du tout la même chose parce que moi, c'était veto sanitaire dans le sens où je voulais faire face aux injustices de personnes qui s'imaginaient qu'on pouvait nous faire manger des aliments avariés et que tout allait bien.
Voilà, c'était un peu. Ok. Mais donc ouais, non, j'avais beaucoup évolué depuis ce stade-là. Ouais. Je sais que c'était quelque chose qui restait dans ma tête si jamais Ouais. j'arrivais pas à faire ce que je voulais, ça reste dans ma tête. C'était une porte éventuellement, mais j'avais beaucoup évolué dans mon projet professionnel au cours de l'école et je m'étais vraiment mis autant quand j'étais jeune, c'était vétérinaire, quand j'étais à l'école, c'était vétérinaire de zoo. Et donc vétérinaire sanitaire dans un zoo, ça fait quoi? Eh ben, vétérinaire sanitaire dans un zoo, il s'occupe de faire les plans de vermifugation, vaccination, les copros, surveiller tout ce qui est maladies émergentes, surveiller, faire un plan aussi quand tu as des nouveaux animaux qui doivent intégrer ta collection. Vérifier qu'ils ont bien eu tous les tests qu'il fallait avant. Pareil, quand tu dois envoyer un animal dans un autre zoo, vérifier qu'on doit bien faire tous les tests, les faire. Et puis après, c'est un peu de bobologie. Ok. On t'appelle. Donc moi, j'étais tout le temps sur place. Avant, c'était une vétérinaire sanitaire d'une clinique canine à côté qui venait de temps en temps. Et le directeur du zoo était vétérinaire, le directeur adjoint était vétérinaire. Mais ils avaient tous les deux pas le droit légal d'être vétérinaire sanitaire. Et donc là, ils avaient suffisamment d'argent pour pouvoir faire entrer un vétérinaire sanitaire tout le temps sur place en fait. Oui, ok, permanent. Voilà, permanent. Et du coup, ouais, c'était trop bien parce que j'avais fait déjà des stages dans différents zoos, donc j'avais une idée déjà de ce qu'était le travail et j'arrivais du coup à me projeter, à me dire ça va me plaire. Et puis je savais que j'allais être épaulée par des encadrants qui étaient Oui. vétérinaires aussi, Oui. donc ça m'a rassurée. Et eux, ils étaient vétérinaires et ils agissaient en fonction de dans leur fonction de vétérinaire aussi dans le zoo ou pas? Le directeur adjoint, oui. Ok. Le directeur, et il n'était pas tout le temps là parce qu'il avait sa clinique qui était dans l'Allier, donc c'était un peu plus loin. Il était là que 1 ou 2 jours par semaine. Le directeur adjoint était là 1 jour par semaine et quand il y avait des gros trucs où moi j'étais pas capable de faire, Ouais. il venait en soutien. Ok. Voilà. Après moi j'avais un petit peu un rôle de surveillance aussi. Je comptais pas trop. J'étais aux 35 heures, mais je comptais pas trop. J'habitais à côté. Ça me plaisait beaucoup de passer du temps aussi au zoo. C'est mon premier job et je me suis aussi retrouvée à faire de la gestion de population de chats parce qu'on avait des chats errants qui venaient. Donc on a fait des campagnes de castration, stérilisation aussi. Ok. Et on m'a demandé aussi dans ma fiche de poste d'être chef soigneur. Donc de gérer une dizaine de soigneurs, d'être manager à ma sortie d'école d'une dizaine de soigneurs par intermittence quand le chef soigneur n'était pas là. C'est un bon challenge, ça. T'en Ouais. retiens quoi de ce rôle? Parce que t'as 25, 26 ans, quoi, quand tu sors d'école, à peu près. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Et là, tu te retrouves chef par intermittence de personnes qui ont de l'expérience, peut-être pas toute l'équipe, mais s'il y a 10 personnes, j'imagine qu'il y avait des personnes jeunes, mais qu'il y avait des personnes qui avaient Oui. aussi de la bouteille, quoi. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette expérience-là de manager? Eh ben sur le coup, ça m'a pas fait peur Ok. parce que, c'était impressionnant, Ouais. mais j'étais tellement enjouée. Ok. Et surtout, j'avais confiance en mes capacités de relationnel pour discuter avec les gens. Et je me suis dit, tu vas te faire ta petite place, tu vas discuter avec tout le monde, tu vas t'intégrer. En fait, dans ma tête, je me s'étais presque dit, je voyais pas ça comme le chef parce que c'était pas vraiment moi le chef soigneur. Il y avait un chef soigneur, moi j'avais le rôle de chef soigneur par intermittence. J'étais la vétérinaire, donc c'est comme si j'étais en parallèle. J'avais une autre responsabilité. J'étais quand même hiérarchiquement effectivement au-dessus, mais c'était comme si je me disais, je peux presque faire un peu copain copine. Enfin voilà, une relation de manager, mais dans le égalité. Enfin pas, j'avais pas envie d'un truc où parce que déjà moi je me sentais pas au-dessus. J'avais quand même un manque de confiance aussi. Enfin, quand tu sors de l'école, tu ne connais pas tout, t'es pas à l'aise. Je pense que j'avais un syndrome de l'imposteur aussi. Donc, j'essayais de tourner ça dans le sens où je veux pas m'imposer et qu'ils me prennent pour OK, elle se prend pour qui, elle fait sa cheftaine, etc. Donc, j'avais une autre tactique d'intégration là-dedans. Super. Et aujourd'hui, t'as l'impression que ça
a un impact dans la façon dont tu gères tes relations ou pas spécialement? Enfin, tu vois? Je pense que ça faisait vraiment partie de ma nature profonde de fonctionner comme ça. Ouais. Je suis pas manager actuellement non plus. J'ai été salariée, je suis pas chef d'entreprise. Donc je sais pas si j'arriverai à me comporter comme ça si un jour je devenais, mais je pense que ça fait partie de ma nature profonde quand même de pas avoir le rôle de c'est moi qui suis au-dessus, c'est moi qui décide, c'est moi qui Oui. impose un cadre strict, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas dans ma nature. Oui, tu es plus dans une démarche de créer de la parité. Ouais. C'est ce que je comprends si je mets un tout petit peu de Ouais, jargon. quelque chose ensemble, enfin De co-construit. d'être une équipe ensemble, de travailler ensemble, qu'on est dans le même bateau et qu'on avance ensemble pour l'entreprise, quoi. Génial. Ouais. Donc, t'es restée combien de temps finalement dans ce premier job? Je suis restée 1 an. Ok. Qu'est-ce qui a fait que l'aventure s'est arrêtée à 1 an? Qu'est-ce qui a fait que ce soit arrêté? Il y a eu plusieurs petites choses. Déjà, j'ai bien compris au bout d'un moment que j'étais surtout un pion dans cette entreprise. Je me suis rendu compte que c'était un microcosme avec des petites guéguerres entre les uns, les autres, beaucoup de jalousie. Le métier de soigneur animalier, c'est un métier qui est difficile à atteindre. Et du coup, si certains sentent que tu as été parachuté, ça va faire naître pas mal de jalousie et de rancœur, et du coup des petites guéguerres et des groupes. Et du coup, il y avait un climat qui était pas hyper sain au sein du zoo. Et ensuite, il s'est avéré que Fabien a intégré l'équipe, mon conjoint. Du coup, donc j'étais avec lui depuis mon début de 5e année. Et au bout au bout de peut-être 6-7 mois où je travaillais au zoo, il a été évoqué, enfin, il a intégré l'équipe déjà en tant que stagiaire, et pour potentiellement être ensuite intégré dans l'équipe de soigneurs. Voilà. Donc moi, ça me paraissait bien. Fabien, c'était un peu lui qui m'avait poussé aussi à vouloir intégrer. C'était un peu son rêve aussi d'être ce genre de choses. On avait vraiment des atomes crochus sur la terrariophilie. Et du coup, lui, a bossé notamment avec les animaux sauvages. Il a toujours eu la passion des animaux. Et c'était l'idéal. Et donc les stages s'est bien passé, mais en fait, il y a tout ce côté du microcosme un peu délétère et de ces qui ont fait, en fait, lui, il a été parachuté, lui, il a pas fait d'école de soigneur. Donc, ça a créé beaucoup de jalousie, beaucoup de tension. Donc, on nous a dit que à la fin de son stage, il serait pas pris. Ils ont trouvé des excuses comme quoi il n'était pas assez performant, mais clairement, c'était plus une histoire de politique. Ok. Ce que je peux comprendre aussi, enfin, c'est pas très à l'aise non plus pour moi de travailler en tant que vétérinaire, en tant que chef soigneur de mon conjoint qui est dans l'équipe. C'est quand même quelque chose qui est délicat à gérer. Mais il est parti et en fait ça s'est un peu dégradé. Moi, ça faisait déjà plusieurs mois que c'était pas l'idéal non plus parce que j'avais l'impression on me laissait une certaine marge de manœuvre dans mes soins, ma thérapeutique, mais j'avais le directeur qui après me cassait, pas forcément en face, mais devant l'équipe que j'étais censée gérer et manager, en disant clairement que j'étais nulle et que ce que je faisais c'était de la merde. Voilà. Et ce qui était le plus dur, c'est que j'avais l'impression que il me disait que c'était lui quand moi j'étais pas sûre, je savais pas ce qu'il fallait faire et j'avais tellement pas confiance sur certaines choses que je lui demandais. OK, là qu'est-ce que je dois mettre en place comme traitement? Qu'est-ce que je dois faire? Tu fais ça, solution A. Vas-y, tu fais ça. Et en fait, je me rendais compte que après il me disait mais pourquoi t'as fait ça? Il fallait que tu fasses la solution B. Bah oui, mais tu m'as pas parlé. Enfin, en fait, c'est toi qui m'avais proposé. Mais ça, je n'osais pas lui dire, tu vois. Enfin, et du coup, j'ai perdu énormément confiance en moi parce que on me disait de faire des choses et en fait, on me disait mais pourquoi t'as fait ça? Fallait pas faire ça. Et en plus, devant l'équipe, enfin, il disait non, mais elle a fait ça, elle va le tuer. Enfin, en parlant et c'était très très lourd et du coup, je me sentais pas du tout soutenue.
je savais très bien que dans l'équipe, on se moquait de moi aussi, par derrière, enfin qu'on m'appelait l'ASV. Enfin voilà, ça a été très dur. Donc je suis partie, je me suis mise en arrêt de maladie et je suis partie parce que je sentais que au niveau psychologique, au niveau de ma santé mentale, j'étais pas loin d'avoir une cassure. Et je me suis dit, avant d'être complètement capote, tu vas prendre du recul et tu vas partir. Ouais. J'ai mon entourage qui, de toute manière, mon conjoint qui m'a dit c'est toxique, ne reste pas, ne t'inquiète pas pour nous, t'inquiète pas pour toi, tu vas retrouver du job, il y a pas de souci, il y en a plein. Même si c'est pas du zoo, on pourra faire autre chose, éventuellement tu te feras appeler ailleurs, on déménagera, il y a pas de problème. Et puis en parallèle, nous on avait un projet commun aussi qui m'a beaucoup boosté et c'est ce qui m'a aidé aussi à partir du zoo. Voilà. C'était dur parce que j'avais ce rêve d'être vétérinaire de zoo. Ouais. Et en fait, j'ai dû renoncer à ce rêve en me disant, peut-être que j'aurai jamais l'occasion de faire vétérinaire de zoo. Pour ta santé mentale, t'as renoncé à ce rêve parce que, enfin, c'est Oui. ça que j'ai entendu, c'est que il y avait ça quand même. Il y avait un rêve et la réalité, là, elle est délétère pour ma santé mentale et donc, ouais. Donc ça, d'un côté, c'était dur effectivement d'arrêter, mais d'un autre côté, de l'arrêter pour cette raison-là, c'était la bonne décision et je partais la tête haute si tu veux. C'était ok. J'arrête pas parce que je suis nulle ou parce que je suis plus faite pour ça ou. J'arrête parce que là, c'est pour moi, c'est une décision pour moi. C'est moi qui ai choisi de partir, c'est moi qui ai choisi de quitter, c'est pas moi qu'on a viré, quoi. Ok. Donc, l'ego, ça faisait aussi un peu de baume. Ouais, tu m'étonnes. Et il se passe quoi après alors? Tu pars de là-bas, Fabien est très soutenant et vous faites quoi? On a acheté une maison en Saône-et-Loire. Au moment où je suis partie, où j'étais en arrêt maladie, et on a acheté une maison. Et puis moi, j'ai trouvé un job qui était à 45 minutes de cette maison. Et dans une clinique où, pareil, c'était un 35 heures par semaine. On me demandait de faire que de la canine. J'avais d'autres vétérinaires avec moi qui travaillaient dans la structure. J'étais donc pas toute seule. Je suis allée voir. J'ai senti que c'était quand même encadrant. On m'a pas dit qu'il y allait avoir des objectifs. Tu vas devoir faire ça, ça, ça. Tu vas devoir faire ça en tant de temps, etc. Donc, j'ai pas du tout senti de pression sur mes objectifs de travail aussi. Donc, ça m'allait très bien. J'ai rencontré 2 anciens salariés qui partaient, qui m'ont quand même dit comment ça se passait dans la clinique, que c'était pas très, très sain sur certaines choses. Mais moi, je le sentais bien et ils m'ont dit, écoute, peut-être que toi, ça va très bien se passer aussi. Nous, on sait qu'on a une mauvaise expérience. Ça s'est mal passé avec nous. Mais fais-toi ton idée. Vas-y quand même. On préfère te prévenir, c'est notre conscience. Mais toi, si tu le sens bien, vas-y, t'en fais pas. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Moi, j'avais perdu énormément confiance en moi. Donc, j'avais vraiment besoin, j'y allais vraiment pas à pas et j'avais plutôt tendance à poser des questions, à demander de l'aide. Et tout au long, j'ai bossé pendant 1 an et tout au long de cette année, j'ai repris les choses en main et je me suis vraiment sentie reprendre confiance en moi. Au final, je demandais de moins en moins de l'aide, je faisais de plus en plus de choses, je gérais de plus en plus de choses, j'étais de plus en plus à l'aise avec la clientèle, avec mes collègues. Et ça m'a vraiment aidée, après le zoo où j'étais vraiment très très basse, à reprendre confiance en moi et à me sentir bien dans mon job. Donc, j'étais très contente. Ouais, c'est top. J'imagine que ça a aidé pour ce qui s'est passé ensuite dans ta vie personnelle, d'avoir eu quand même cette expérience positive de regain de confiance pour pas être déjà au fond du trou dans le pro et qu'en plus il y ait une épreuve en perso qui pointe le bout de son nez, quoi. Ouais. J'étais à bloc et d'ailleurs j'ai eu une proposition à ce moment-là d'un job à côté de chez moi, à 15 minutes de ma maison, qui demandait, donc là c'était forfait jour avec des gardes, un plateau technique plus important et surtout une exigence des patrons plus importante.
Et je me suis dit, bah en fait, là, j'ai envie de me challenger. Ouais. Je me sens bien, je me sens OK. C'est pas que je m'endormais un peu dans mon job, mais j'avais acquis une certaine routine qui faisait que il y a eu cette proposition et je me suis dit, allez, là, j'ai envie de remettre du peps un peu dans ma pratique. J'ai envie de, OK, j'ai grandi, je veux voir ce que je vaux. Je voulais me confronter à ce challenge pour me dire, voilà, est-ce que tout le travail que tu as fait, effectivement, et j'étais à bloc, quoi. Ouais, t'étais à fond. Mmh. OK. Il me semble, pendant la préparation d'une interview, que c'est pendant sur la fin de du deuxième job en clinique mixte que il y a la maladie de Fabien qui se déclare. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, au moment où je commence à leur dire que moi, je vais partir, j'avais une semaine de vacances. Et juste avant, ça faisait 1 mois, en fait, que mon conjoint, il était fatigué. On avait beaucoup de travaux à faire dans la maison. Ouais. Et je me disais, bah, c'est pour ça, il est peut-être fatigué. Mais c'était vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, j'avais des soins à faire sur la jument. Il pouvait pas m'accompagner. Il dormait beaucoup. Et puis, il a été malade et il a vu le médecin 1 ou 2 fois. On pensait qu'il avait une sinusite, etc. Et en fait, un jour, j'étais au travail et donc dans la clinique que j'avais bientôt quittée. Et il me dit, écoute, il faut que tu viennes. Je suis aux urgences à l'hôpital, dans une clinique. J'ai uriné du sang. Je suis sous perf. J'ai plus de sang. Je suis en anémie, quoi. Donc, je suis pas allée au travail l'après-midi. Je suis allée le rejoindre. C'était un voisin un voisin et ami qui l'avait emmené à la clinique. Et en fait, il me dit, bah écoute, on attend les résultats de la prise de sang. Et donc là, il y a le médecin qui arrive et il dit anémie, thrombopénie, leucocytose majeure. Et dans ma tête, enfin, je savais que c'était pas bon du tout. Donc je m'effondre en pleurs. Je savais que là, ça puait. Et mon conjoint Fabien qui était pas dans le milieu médical, lui, même s'il s'en doutait, quand il me voit dans cet état-là, il comprend aussi, quoi. OK. Et s'il me dit, mais pourquoi tu pleures et tout. Moi, je suis sortie de la pièce parce que j'avais besoin de prendre l'air, là. J'ai asphyxié, quoi. Et qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Comment ça se déroule? Alors ensuite, on nous dit, donc là, on a fait des frottis. Il faut qu'on les envoie aux hématologistes, aux spécialistes qui sont à Dijon, mais que probablement c'est une leucémie. Donc, deuxième effondrement. Et donc, de toute manière, on a envoyé les photos. La réponse a été très rapide. C'est une leucémie. Venez tout de suite. Donc, prise en charge le jour même, le soir même, à l'hôpital de Dijon pour la prise en charge en service spécialisé hématologie. Et prise en charge le soir même, ça ressemble à quoi concrètement? Alors, on était, je me souviens plus exactement quel service c'était, mais c'était je pense un service de médecine interne. En tout cas, ils nous ont trouvé une place où ils avaient à l'hôpital. Et ils nous ont dit, bah dès le lendemain, vous serez transféré en service spécialisé d'hématologie. Donc concrètement, t'as sa mère qui est là, une ou deux de ses sœurs qui sont là, et tout le monde est en train de pleurer, en train de se dire qu'est-ce qui va nous arriver. Demain, je vais rentrer en chambre stérile, et ça va être compliqué, quoi. OK. Et on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et t'as ton monde qui s'effondre à ce moment-là, quoi. Ouais. Et tu dors pas de la nuit. Là, avec le recul que tu as aujourd'hui, à ton avis, comment ça a joué pour toi le fait là d'être vétérinaire et pas d'être une personne qui n'y connaît strictement rien au milieu médical? Dans ce moment-là d'apprendre, où t'apprends la prise de sang et où tu vois le début de la mise en place des soins, de l'hospitalisation. Déjà, tu te poses des questions en disant, mais pourquoi j'ai pas vu? Okay. Pourquoi j'ai pas vu les symptômes? OK. Pourquoi j'ai pas vu qu'il était plus blanc, qu'il était plus pâle? Pourquoi quand il commençait à se gratter et qu'il y avait des petites taches qui étaient des pétéchis, tu t'es pas dit, ah tiens, c'est des pétéchis? Bon, parce que lui, il me disait, non, non, mais c'est normal, ça m'arrive tout le temps. Donc lui aussi, il mettait un mouchoir, il cachait. Pourquoi tu t'es pas dit que ça fait quand même plusieurs fois qu'il allait voir le médecin, que ça passe pas, que...
Et tu te refais en fait les dernières semaines, les derniers mois à te poser ces questions-là et à te dire j'aurais dû voir. Là, j'ai pas fait mon job de médecin en fait. J'ai pas fait mon job de repérer les symptômes. Et bon, après tu relativises parce que tu sais que c'est personnel, tu sais que c'est émotionnel, tu sais que toi aussi t'as pas envie de l'avoir la maladie. Je pense qu'inconsciemment, toi aussi, ton conjoint il te dit non mais c'est rien, et toi aussi tu te dis non mais c'est rien. Ouais. Et après, par contre, quand tu rentres dans ce milieu-là et que t'as les pieds dedans, tu sais que là, ton rôle de médecin, tu vas l'avoir fort. Parce qu'il va te permettre de comprendre ce qu'on te dit, qui va te permettre d'anticiper, qui va te permettre de driver, de gérer et de contrôler et de prendre les choses en charge. Ok. Et à ce moment-là, même si je suis perdue, triste, désemparée, j'ai mon côté de toute ma formation et de mon métier qui fait le déroulé du plan d'action. Ouais. Donc là, on va faire ça. Tu comprends ce que les médecins nous disent. Tu sais très bien où est-ce qu'on va aller, tel jour, tel mois, tant. Là, on va faire tel traitement. Là, on va faire ensuite ça. Tu vois dans la longueur, tu arrives à anticiper. Et je sais que des gens qui ne seraient pas du tout du milieu médical auraient pu se sentir complètement perdus en disant mais c'est énorme, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben moi je savais retranscrire à Fabien, je savais retranscrire à sa famille, et du coup je me suis dit là en fait tu vas devoir être le pilier. Tu vas devoir être la stabilité, le pilier qui va absorber les informations des médecins, qui va gérer les émotions de ton conjoint, le rassurer, l'accompagner. J'étais le lien qui faisait aussi avec la famille pour leur expliquer, leur donner des nouvelles, etc. Elle me dit là, va falloir que tu assures et que tu te poses là-dessus. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à vivre, à avancer dans cette maladie-là, justement à pas flancher, quoi. C'est mon métier et mon milieu médical, ma valise médicale qui m'a aidé à avancer dans cette maladie. Donc, si je comprends bien, le fait d'avoir une forme de contrôle sur le fait de tout ce que tu comprenais, et ensuite d'avoir une forme de contrôle dans la communication, la transmission, le soutien. Pour toi, ça a été une forme de force pour tenir, de dire ok, ben je sais mon rôle en fait, je sais où j'agis, et donc je tiens encore mieux parce que je sais où je suis, je sais à quoi je sers, c'est ça? C'est ça. Et je pense que ça, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est maintenant, en ayant discuté pour Themavet, justement, en ayant réfléchi à tout ça, ça m'a donné une forme de contrôle sur une maladie incontrôlable. Ouais. Et c'est ce qui m'a, sur quelque chose où tu te sens désemparé, où tu te dis je peux rien faire. Et ben je me suis dit moi au moins je peux faire ça, et ça m'a donné un peu l'impression de me dire je maîtrise la maladie. Ouais. Et ça m'a rassurée, c'est ce qui m'a rassurée, et c'est ce qui m'a effectivement donné cette force de me dire tu contrôles l'incontrôlable. Et comme quand t'as des gens qui ont ce besoin de contrôler dans leur vie, etc. Moi je l'ai retrouvé, une phase de moi qui voulait contrôler là-dedans. T'as parlé du fait que du coup t'étais un soutien pour les autres et que être ce soutien ça t'avait aidé, et là la question qui me vient c'est et toi, qui t'a aidé toi? Alors moi déjà je me suis sentie soutenue par le corps médical, en tout cas par le médecin traitant qui m'avait mise en arrêt, parce qu'en fait donc il y avait cette histoire de changer de job. Donc à partir du moment où Fabien est tombé malade, il était clair que j'allais partir de la clinique qui était à 45 minutes de chez moi pour me rapprocher, pour pouvoir rentrer entre midi et 2 si besoin. Et donc j'ai eu besoin du médecin généraliste pour me mettre en arrêt, et qui m'a aussi dit falloir peut-être vous faire aider aussi au niveau médicaments, anxiolytiques. Alors à cette époque-là, j'en avais pas le besoin. Il me semble pas que c'est quelque chose dont j'avais ressenti le besoin. Mais déjà de savoir que j'avais ça qui était possible et que j'étais écoutée et qu'on me reconnaissait en tant qu'aidante, et qu'on reconnaissait que c'était difficile et que là mon conjoint allait avoir besoin de moi, qu'il fallait que je sois présente, et que du coup peut-être que j'allais mettre de côté mon métier.
Ça m'a rassurée. Mmh. Et je me suis dit, oui, en fait, effectivement, ce que je vis, c'est dur. Et si j'ai besoin de soutien, je peux en avoir aussi à ce niveau. Ok. Ouais, il a été précieux ce médecin parce que Ouais. tous les médecins, t'as pas eu que des interactions positives, hein, c'est ce que tu me disais quand on a préparé cette interview. Mais ce médecin-là, il t'a vraiment fait te sentir légitime dans le fait de pouvoir mettre des arrêts de travail, de pouvoir faire des demandes au travail, Ouais. de partir plus tôt, et de dire si j'ai besoin d'aide, c'est normal, je vis quelque chose de vraiment difficile et j'ai un rôle important auprès d'une personne qui a besoin. Enfin, j'entends qu'il y a eu vraiment une légitimité assise de ce que tu vivais et de la difficulté de ce que tu vivais. C'est ça. Surtout que ce médecin, il est arrivé quand Fabien est tombé malade. Je bossais encore dans la clinique où j'étais à 45 minutes de ma maison. Et j'avais demandé à la patronne de m'aménager, ou en tout cas qu'on puisse anticiper des moments où je pouvais partir plus tôt de la maison pour faire le trajet jusqu'à Dijon, parce que c'était pas à côté, j'avais aussi 45 minutes pour y aller. Parce qu'il fallait que je sois présente tous les jours, enfin un maximum de jours, que je puisse voir les médecins, discuter, etc. Et en fait, elle m'avait dit oui, non, mais on verra, t'inquiète pas pour ça, on s'arrangera. Et en fait, je me suis rendu compte que on verra, ça signifie finalement, des fois partir à 18h, des fois à 17h, 17h30, avoir des rendez-vous qui se rajoutaient un peu à la fin. Moi, stressée toute la journée en me disant, mais à quel moment est-ce que je pourrais repartir? Et il y a eu une fois où je lui ai dit, écoute, demain après-midi, je pourrais pas être là. Je peux venir demain matin, il n'y a pas de souci, mais demain après-midi, je peux pas être là. J'ai rendez-vous avec le médecin, avec l'assistante sociale, c'est important. Parce que j'avais besoin aussi de savoir de quel soutien est-ce que je pouvais avoir au niveau financier, au niveau des gens autour de moi. Et c'était un rendez-vous qui était important. Et elle a été furieuse. On avait échangé par texto, mais parce qu'on avait déjà échangé par texto pour ce genre de choses, il n'y avait pas eu de souci. Mais là, tu me dis ça par texto, c'est inadmissible. Et elle m'avait sorti de toute manière. Maintenant, une leucémie, ça se soigne. Et donc là, je suis partie à midi, je suis partie faire mes rendez-vous et je suis passée par le médecin en lui disant, là, je veux plus y retourner. Là, je veux être arrêtée, c'est fini. Ouais. C'est fini. Je savais que j'avais posé ma démission, donc il devait me rester 1 mois normalement à faire la clinique. Je dis non, là, je veux me concentrer juste. Je veux pas avoir à me battre avec des gens au travail pour gérer ça. Je veux pas avoir à me stresser pour ça. Je veux me concentrer mon énergie uniquement sur l'accompagnement de Fabien. Et c'est là où ce médecin m'a entendue et elle m'a dit, vous avez toute légitimité. Il y a pas de souci. Moi, je vous fais l'arrêt tout de suite. Il y a pas de problème. Quelle force de caractère. Ouais, j'ai eu le soutien aussi quand j'ai demandé à ce moment-là et je me suis pas sentie rejetée. Ouais. Et force de caractère chez toi parce que dans le milieu, une difficulté qui revient souvent, c'est la culpabilité de laisser l'équipe. Même quand on part parce qu'on a envie et que ça se passe très bien, ou même juste quand on part parce qu'on n'en peut plus et qu'il y a vraiment souvent ce frein-là de comment ils vont s'en sortir sans moi. Et je trouve que c'est une force de pouvoir dire, je priorise là, ma priorité, c'est pas mon équipe, en fait, c'est mon conjoint. Donc, je suis pas irremplaçable et je m'en vais, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est pas ce que t'as dit, mais je trouve qu'il y a une force à dire, merci de m'avoir sorti cette magnifique phrase parce que du coup, ma priorité, elle est devenue extrêmement claire. Ouais. Il y a à la fois ce côté claque et à la fois, au moins, c'est clair ce que je vais faire. C'est ça. Et jusque là, j'avais aussi laissé un peu couler parce que de cette patronne-là, elle laissait entendre que ça allait être simple et qu'on allait s'arranger. Et puis j'avais aussi l'équipe des salariés qui était soutenante aussi, qui m'ont dit il y a pas de souci, on comprend. J'avais un de mes collègues, il avait un enfant qui était autiste, donc il comprenait aussi les difficultés familiales. Et donc j'avais aussi ce soutien des salariés. Mais vis-à-vis de la patronne, quand je me suis rendu compte que il y a pas de souci, on s'arrangera, avait une limite. C'est effectivement avec cette claque qui m'a remis en place non, là c'est stop. En fait, on me fait croire qu'on va s'arranger et concrètement, on ne s'arrange pas de manière à ce que vraiment je puisse m'organiser et pas avoir une charge mentale en plus de toute la charge mentale que tu prenais déjà, plus la charge émotionnelle.
ça a été une décision simple à prendre finalement, j'entends. Ouais. Une fois qu'il y a eu cette phrase-là qui a été posée, de dire ok, terminé, je sais ce que j'ai à faire. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc après, comme tu disais, effectivement, donc ce médecin a été hyper soutenant, ce qui n'a pas été le cas tout le temps. Et notamment quand on est arrivé dans l'équipe spécialisée de Dijon, on a eu donc l'une des chefs de service qui arrive et qui nous demande du coup d'expliquer comment est arrivée la maladie, comment est-ce que justement les premiers symptômes, le déroulé, etc. Ça, je te coupe 2 secondes. Ça se produit à quel moment par rapport à l'arrivée à le Dijon? lendemain. Donc vous arrivez à Dijon le soir et le lendemain vous rencontrez la chef de service. Donc ça fait un jour que vous savez qu'il y a une leucémie et que c'est très grave. C'est ça. Ok. C'est Vas-y. ça. Et donc on discute, hyper à l'aise. Donc Fabien était sur le lit, moi aussi. Elle était assise par terre, très décontractée, très détendue. Ok. Tu te dis, ça détend un peu l'atmosphère. Elle nous demande commémoratif anamnèse. Je comprends, pas de souci. Donc Fabien explique. C'est important pour moi à ce moment-là. J'ai mon rôle, enfin je suis vétérinaire, mais c'est important pour moi de mettre à la place à côté. Le malade, c'est lui, et c'était important pour moi que ce soit lui qui raconte son histoire et qui raconte les choses à sa façon. Ok. Pour moi, c'était important, en tout cas, même dans le relationnel médecin-patient aussi. Oui. Et du coup, il commence à raconter qu'il a vu une première fois le médecin, qu'il pensait que c'était une sinusite, etc. Et puis, je crois une deuxième fois, puis ça passe pas. Et puis là, il dit, parce que lui, il était super fier que j'étais vétérinaire, que je sois vétérinaire. Il le disait à tout le monde, ah, elle est vétérinaire, c'est super. Enfin, il était très, très fier. Et moi, j'avais un peu plus tendance à, comme surtout à certaines périodes, comme j'avais pas trop confiance en moi, à le dire, moi, dis-le pas forcément à tout le monde. Je suis pas toujours hyper à l'aise. Il y a des gens qui, je sais que parfois l'image du vétérinaire, c'est un peu le mec qui est hautain, qui a confiance en lui, etc. Enfin, et je savais que dans le milieu médical, il pouvait y avoir des frictions entre les médecins et les vétérinaires. Ok. Où justement, t'as un peu la vision du vétérinaire qui se prend pour un médecin. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je voulais pas trop divulguer, et surtout pas dans le milieu médical. Et c'est vrai que je l'avais pas briefé avant là-dessus. Et là, je l'entends dire, mais ça passait pas, j'étais pas bien, j'avais toujours la tête qui tournait. Et puis, de toute manière, ma femme, elle est vétérinaire, donc je lui ai demandé si elle pouvait me faire une ordonnance d'antibiotiques. Et effectivement, il m'avait demandé. Okay. Et je lui avais dit, hors de question. Si ça va pas, tu retournes voir ton médecin. Je ne rentre pas là-dedans. Je laisse le médecin gérer, je ne rentre pas là-dedans. J'avais même pas eu le temps de dire ça au médecin, qu'elle coupe limite Fabien dans ce qu'il est en train de dire, pour dire, ah bah, de toute manière, si les animaux étaient aussi faciles à soigner que les humains, ça se saurait. Et là, je me suis décomposée. Je me suis dit, ok, tu te prends une claque comme ça, c'est gratos. Elle le dit dans ce sens-là? Ah oui, oui. Si les animaux étaient aussi faciles à soigner que les humains. Ouais, ça se saurait. Ça se saurait. Voilà. Et du coup, je lui dis, en fait, moi, j'ai rien fait. Et je lui dis d'aller voir son médecin. Et parce que pareil, s'il y avait eu des corticos, parce qu'elle a dit, je crois qu'après elle a dû rajouter un truc. Et heureusement que vous avez pas donné de la cortisone, parce qu'effectivement la cortisone, pour l'explication, ça fait partie du premier traitement qu'on met en place quand il y a une leucémie. Ouais. Et ça peut cacher du coup des symptômes parce que ça réduit la charge des leucocytes dans le sang. Voilà. Donc ça. Et du coup, j'étais pas hyper à l'aise, mais comme j'étais quand même dans une période où j'avais quand même confiance en moi, je me suis dit, il faut que tu lui dises quelque chose, quoi. Enfin, tu peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Et donc elle continue sur son truc. Elle refait pas spécialement d'autres allusions dans lesquelles je puisse me souvenir maintenant. Ensuite, quand l'entretien est fini, elle se lève et elle s'en va. Je la rattrape. Je lui dis, mais vous avez un problème avec les vétérinaires?
Et là, elle me répond avec un grand sourire. Ah non, 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 pas du tout. Au contraire, j'aurais aimé être vétérinaire. Donc, non, non, je vous estime beaucoup. Hein. Et du coup, sur le coup, j'ai souri. J'ai dit, ah d'accord et tout. Mais je sais pas, j'ai senti que il y a quand même une ironie. Enfin, tu dis pas ça maintenant alors que t'as balancé ce pic un quart d'heure avant, quoi. Et c'était de l'hypocrisie, en fait, que j'avais ressenti. Et ouais, et du coup, après, ça a été tout le long dans ce service, ça a été, on a fait ressentir à Fabien que j'étais une profession paramédicale, que j'avais rien à dire. Lui, il avait beaucoup de questions. Il me demandait à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on met là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Et du coup, j'ai expliqué. Puis une fois, il y a un moment donné, il demandait à l'infirmière qui était là, bah, qu'est-ce que vous mettez là dans les perfusions? Elle explique, bon, bah, il y a tel traitement, c'est un antiviral, tel traitement, c'est un antibiotique, tel traitement, etc. Et du coup, ça a été plus fort que moi. Et j'ai dit à Fabien, je dis non, celui-ci, c'est pas l'antibiotique, c'est l'antiviral. Et en fait, l'infirmière s'est énormément vexée. Moi, j'avais l'impression, en plus, je parlais à Fabien, j'avais l'impression de pas être incisive ou pas avoir pris de haut, mais de fait est que ça a quand même blessé l'infirmière, qui s'est plainte au chef de service, qui est venu le lendemain hors des horaires de visite pour en fait engueuler Fabien en lui disant que j'avais rien à dire, qu'il fallait que je me calme, avec tout ça de médecins, que de toute manière j'étais qu'une profession paramédicale, voilà, que j'avais rien à dire, etc., etc. Ouais. Et ça a été chaud et ça a été ouais, très compliqué à ce niveau-là. Ouais, donc j'entends qu'avec le corps médical, il y a eu quand même des moments où être vétérinaire a posé problème, a été source de tension, ou en tout cas que tu te serves de tes connaissances médicales puisque tu es vétérinaire et que tu te permettes du coup des commentaires et que tu te permettes d'intervenir et d'expliquer et voire de corriger quand il y a une erreur qui a été dite, que ça finalement ça a été source de tension. Clairement. Ouais. Clairement, et même et en plus, ce qui m'a choqué, parce que je peux comprendre qu'effectivement, moi je le vois au quotidien ou quand on en discute avec les autres vétérinaires, quand tu as un médecin qui est propriétaire d'un animal ou une infirmière, en général, ils vont être plus curieux, ils vont poser des questions, ils vont essayer de comprendre. Je sais que parfois ça peut être agaçant. Oui. Mais d'un autre côté, moi, j'ai été dans ce rôle-là et ça te donne toujours le contrôle aussi sur la maladie. Tu as besoin de comprendre aussi les choses. Tu sais exactement ce qui se passe, ce que ça implique. Tu as quand même tes connaissances médicales qui te permettent de comprendre, d'expliquer à ton conjoint. Et du coup, forcément, tu poses un peu plus de questions et ça peut vraiment être pris comme de la méfiance et du manque de confiance envers le corps médical. Ouais. Et mais déjà avant ça, cet épisode avec la chef de service le premier jour où j'avais encore rien dit, rien fait, hein, nada, de l'agressivité déjà directe. Et ça a été dur. Oui, et puis vous étiez en pleine tempête émotionnelle. Choc. Ouais. On vient d'apprendre qu'il a une maladie extrêmement grave ça. et que ses jours sont peut-être comptés, en fait. C'est ça. En fait, là, je suis l'accompagnante de ton patient. Enfin, Oui. c'est pas ce que tu viens de faire, c'est pas du tout professionnel. Ouais. Ok. Pour moi, c'était choquant parce que je me suis dit, mais à quel moment, même moi, dans mon métier, je me permettrais de faire ça. Enfin, je veux dire, t'es dans ton cabinet, t'es dans la chambre de ton malade qui vient d'apprendre qu'il a une leucémie, avec son accompagnatrice, sa femme qui est là pour le soutenir. À quel moment est-ce que tu te permets de faire ce genre de réflexion qui n'avance à rien du tout? Bah ouais. En tout cas, elle s'est permis, et puis toi, ça a créé un précédent pour la suite de peut-être de méfiance ou je sais pas, des mots, j'en sais rien du tout. Bah après, t'essayes de te rattraper, en fait, si tu veux, ensuite, t'as un espèce de Fabien, les soins, il avait du mal à accepter sa maladie, il avait du mal à accepter les soins. Faire les soins, ça a été compliqué. Il a menacé plusieurs fois de partir parce qu'il en pouvait plus. Et en fait, on avait été appelé la chambre de l'horreur, quoi.
entre lui qui se plaint, qui est difficile, et elle qui pose des questions à tout va. Enfin voilà, c'était la chambre de l'horreur. Et T'as entendu ça? Ouais. Ouais. Et à un moment donné, je me souviens, j'avais même acheté, il y avait plein de friandises, plein de trucs, etc. Les médecins nous avaient dit, bah non, en fait, comme il est en chimiothérapie pour le foie, ça s'est pas adapté. Du coup, j'avais donné aux infirmières. Et ben, il y en a qui ont dit, ah bah ça, c'est pour essayer de se racheter, c'est pour essayer de nous mettre dans sa poche et tout. Enfin, moi qui n'ai pas du tout une anticipation mauvaise, une vision des choses comme ça pour, je sais pas, anticiper à vouloir se mettre les gens dans la poche ou en fait j'avais l'impression qu'on me prenait pour une personne mauvaise et méchante que j'étais pas et que je comprenais pas pourquoi. Enfin, ça a été très compliqué et du coup on est parti de cet hôpital. On est parti à la fin des premiers traitements. Normalement il devait y revenir après. On a dit en fait là on veut pas, on veut que vous nous orientiez vers un autre service à Lyon. On a dit c'est proche de sa famille. Et puis clairement il y avait pas d'affinité non plus avec le corps médical. Donc, ils nous ont réorientés à Lyon aussi. T'imagines, t'es appelé la chambre de l'horreur parce que toi, tu as l'audace de poser des questions et d'être capable de comprendre quand il y a des trucs qui sont dits qui sont absurdes et que ton compagnon se plaint de ce qu'il vit. Enfin, j'ai envie de dire, j'espère bien qu'il se plaint de ce qu'il vit parce que moi, je me plaindrais aussi. Enfin, tu vois, il y a un truc mais c'est hyper dur ce qu'il est en train de vivre. Je trouve ça fou qu'il puisse y avoir ce genre de commentaires et que ce soit pas, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'empathie, les autres cancéreux, ils sont plus gentils. Ben oui, mais tant mieux pour eux, mais moi là je suis pas gentille, je suis très en colère et je suis dégoûtée et j'ai 30 et quelques années ou je sais pas quel âge il avait, mais 31 ans, 28 au moment de la découverte de la maladie. Ouais, donc j'ai 28 ans, fait chier quoi, j'avais autre chose à foutre que d'avoir une leucémie. Enfin, tu vois, je me dis c'est sûr qu'il est en colère et qu'il est pas facile. J'imagine bien qu'il y a des gens qui ont une autre manière de le vivre et puis qu'il y a une autorité médicale à laquelle peut-être ils se soumettent plus facilement et tout, mais donc vous allez à Lyon. Il me semble qu'il y a des moments, il y a un moment, tu m'as dit, où vous croyez que c'est la fin, une première fois. Ouais. Il y a tout le mois de juillet où en fait, si tu veux, il avait eu sa greffe. Jusqu'à ce qu'il ait sa greffe, t'as l'impression que c'était un mec en bonne santé. Il y avait juste le cathéter dans le bras qui te faisait dire qu'il y avait quelque chose. Mais sinon, on faisait les travaux, il était musclé, il était relativement en bonne forme. Et il y a eu la greffe et en fait là, il a perdu une dizaine de kilos. Suite à la greffe. Et en fait, il s'en est jamais vraiment remis. Et en plus de ça, on s'est rendu compte. T'as des suivis qui sont faits avec des ponctions de moelle osseuse pour vérifier où en est la maladie après la greffe. Et si tu veux, ils se sont rendus compte, ils avaient l'impression qu'il n'y avait plus la maladie. Mais avec les prises de sang qui étaient faites toutes les semaines, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que il y avait de nouveau une thrombopénie, anémie, etc. Donc, ils ont refait ponction de moelle osseuse avec d'autres marqueurs. Et en fait, la maladie avait muté. Hyper agressif. Hyper rare. Ils ont quasiment jamais vu ça. Donc, elle est passée de la leucémie des enfants lymphoblastique, elle a muté en myéloblastique, la leucémie entre guillemets des adultes. Donc, pas les mêmes marqueurs. Donc, du coup, retard dans la prise en charge aussi. Et en fait, lui, on a vraiment vu son état s'aggraver de jour en jour. C'est-à-dire que il était plus là. Il était plus là au niveau de sa tête. En fait, il y avait plus de raisonnement. On pouvait plus lui parler. Il reconnaissait à peine qui était là. Il faisait des cauchemars monstrueux où il s'arrachait son cathéter. Les infirmières le retrouvaient en sang partout. Enfin, il faisait des cauchemars de ces différents métiers qu'il avait eus. Dès qu'il me voyait, qu'il me reconnaissait, il me dit viens, on s'en va. Enfin, il m'a insulté dans des périodes où ça allait pas. Donc là, je peux te dire que quand il te dit oh, ta gueule, ferme-la, alors qu'il a jamais été, il m'a jamais insulté, c'était un ange dans notre relation, tu vois. Et quand tu te prends ça, tu te rassois sur ta chaise, j'étais oh putain. Alors que j'avais dû dire une phrase aux infirmières pour l'aider, tu vois, enfin un truc comme ça.
Et en fait, il se dégradait, il savait pas, ils ont essayé de faire des IRM, mais comme il était en délire complet dans sa tête, c'était très compliqué à ce qu'il bouge pas. Il était sous morphinique puissant, donc ils se sont dit c'est peut-être ça aussi. Il avait une hépatite carabinée, une colite carabinée. Et un jour, en fait, c'était un dimanche, le médecin m'explique là tel protocole de traitement, etc. Puis on lui met de la cortisone. Et je dis mais vous suspectez une infection, je comprends pas pourquoi vous mettez de la cortisone. Donc là, mon côté médical et vétérinaire dit il y a quelque chose dans le traitement qui me paraît pas normal. Donc là, elle voilà, c'était un service où on était bien. Après 10 jours, on avait passé à un autre service qui était un peu compliqué, mais là, le dernier service où on a passé 2 ans et demi, on était vraiment contents de l'accompagnement. Ils étaient vraiment super. Et effectivement, là encore une fois, ça l'a prouvé. Elle m'a dit, écoutez, venez avec moi, on va sortir, on va discuter. Et elle m'a dit, en fait, on pense que votre conjoint, il en a pour quelques semaines au maximum. Donc là, on passe sur du traitement palliatif. Donc là, tu t'effondres et tu dis, en fait, il faut que j'appelle toute sa famille, quoi. En fait, ce qui a été dur, donc déjà, l'annonce et le fait que, en fait, ça fait 1 mois que tu peux plus parler avec ton conjoint et que tu sais que potentiellement tu pourras plus lui reparler non plus, que tu l'as perdu en fait déjà, que vous pouvez pas rediscuter de certaines choses, que du coup t'anticipes, tu dis mais s'il meurt, qu'est-ce qu'on fait, enfin comment on va faire pour la maison, pour l'enterrement, pour ci, pour ça, enfin des choses que, enfin voilà, tu dis il y a plein de choses dont on devait discuter, j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir, j'ai rien du tout quoi. Et ouais, ça a été très dur. Pareil, t'appelles toute sa famille pour dire ça y est, ils m'ont dit c'est la fin, il faut que vous veniez le voir. Donc ils sont tous venus. Lui, pareil, du coup il était paniqué parce qu'il voyait tout le monde, il comprenait pas pourquoi. Et ils m'ont autorisé à rester avec lui la nuit, à dormir avec lui dans la chambre. Et le matin, je crois qu'à 7h du matin, c'est sa mère qui est venue prendre le relais. Parce que moi, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais crevée. Je suis rentrée chez elle. Je me suis couchée. J'ai fait des cauchemars. Et je me suis réveillée 2 heures après. Et là, je lis le message de la mère de Fabien qui me dit « Il est revenu. » Il est revenu. Donc, je prépare mes affaires, je repars à l'hôpital. Et il était revenu. Il y avait rien qui avait changé au niveau des traitements. Rien du tout. Et le lendemain de cette annonce-là, il est conscient. Il te parle comme avant, comme si de rien n'était, comme si rien s'était passé. Le médecin dit ok, bon, on va faire les prises de sang quand même, on voit. Si d'ici 3 jours ça va pas trop mal par rapport à l'hépatite, peut-être qu'on peut envisager une sortie provisoire, au moins sur la journée ou chez vous. Les résultats de la prise de sang, le foie, les valeurs hépatiques, pas la LAT, gamma GT, tout redescendu, en train de commencer à redescendre. Incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, parce qu'il y a rien qui a changé, mais en tout cas, il est revenu. Les médecins m'ont quand même dit en aparté, écoutez, il est revenu, ok, les valeurs, ça va mieux, il y a une amélioration, mais on pense qu'il n'en a que pour 6 à 7 mois. Je dis, ok, mais là, au moins, je suis préparée. Et là, il est là, et là, on peut discuter, et là, on peut profiter du mieux qu'on peut, on y va, et j'ai une deuxième chance, en fait. Et mais merci de ce miracle, de m'avoir donné cette deuxième chance de pouvoir rediscuter avec lui. Lui, il avait conscience sur la fin que sur les dernières semaines, pareil, que ça allait être la fin. Donc on a pu rediscuter certaines choses préparer, profiter et il est parti 6 mois et demi après cette première annonce. C'est fou quand même parce que il est quand même décédé et tu dis merci pour ce miracle parce que tu as pu avoir une fin où vous avez eu toutes les discussions que vous vouliez. En tout cas, tu vois, il y a eu quelque chose de
c'est une fin presque choisie, genre on a pu choisir comment on a vécu ces derniers mois plutôt que de se dire merde là il y a une dégradation, c'est une mauvaise surprise et blâme terminé et il y a une forme de regret de pas avoir dit des choses. Ouais, c'est beau, ça. hein. L'impression qu'on t'enlève toute possibilité de discussion et ça me fait penser aux personnes qui décèdent lors d'accidents brutaux. Ouais. Et je comprends ce que les gens ressentent quand les heures, les minutes d'avant, les jours d'avant, la personne est avec toi, tout va bien, et que du jour au lendemain, il y a plus personne, et tu te rends compte de tout ce que tu aurais pu dire, de tout ce que t'as pas pu dire, de tous les je t'aime que t'as pas pu dire, de toutes les partir avec une dispute en regrettant, enfin, et là on m'a donné cette deuxième chance de justement de s'accompagner, et même si je savais que ça allait finir, il y avait quand même un peu d'espoir. Tu t'accroches à l'espoir. Tu sais que c'est la fin, mais t'as quand même ce truc humain qui te dit il y a quand même un peu d'espoir, et on avance et on y va jour après jour, et c'est ce qui fait que tu passes les jours les uns après les autres. Mais tu sais quand même que c'est la fin et tu vis pas les choses de la même façon. Ouais. Tu vois pas, quand on t'a annoncé déjà une première fois qu'il allait partir, et t'as une deuxième chance, tu as l'impression de vivre une deuxième vie, même si c'est pas la vie toute rose que tu pourrais avoir parce qu'il est quand même malade, que ça se dégrade, que à chaque fois qu'il va un peu mieux, on se dit on va partir en vacances et finalement ça se redégrade, enfin bref. Tu vois la vie d'une autre façon en fait. Ça n'empêche pas les disputes. Ouais. Ça n'empêche pas les frictions dans le quotidien, ça n'empêche pas les désaccords, mais c'est vrai que tu prends un peu plus de recul sur certaines choses. Comment c'est pour toi de dire comment t'as vécu la fin? De dire comment j'ai vécu la première fin, je vais l'appeler comme ça. Ça a été très dur, ça s'est senti. Ouais. Ça a été vraiment très très dur. La deuxième fin, quand il a été hospitalisé parce que il avait attrapé un virus qui manquait sa SPO2 était râlait pas crête, qu'il n'arrivait pas à respirer, etc., qu'il a été réadmis à l'hôpital. Et non pas on a été réadmis à l'hôpital, mais lui il a été admis, je l'ai accompagné. Et que là, elle nous a dit, elle avait fait les prises de sang, les analyses, elle nous a dit en fait là la maladie, elle a pris trop le dessus. Là c'est fini. Je suis restée avec lui, j'ai pas pleuré. Okay. J'ai pas pleuré. Et même lui, il m'a dit mais tu pleures pas, mais en fait mon deuil, il était déjà enclenché. Ouais. À partir de la première annonce. À partir, je dirais même de l'annonce de la maladie. Tu commences inconsciemment, t'as une partie de toi qui dit peut-être que l'issue sera fatale. Ouais. Même si tu n'entends pas beaucoup cette voix et tu la fais taire. Mais je pense qu'il y a une part de toi à l'intérieur qui commence à envisager quand même que ça puisse pas se poursuivre. Et surtout après la première fin, la première annonce, mon deuil avait déjà commencé. Et c'était très dur parce que j'avais aussi une forme de culpabilité parce que j'étais soulagée. Ok. Ouais, j'étais soulagée parce qu'il allait plus souffrir, que on allait plus se perdre dans tous ces rendez-vous, dans tous ces hauts et ces bas émotionnels qui étaient hyper durs à vivre. C'était la fin, qu'il était à l'hôpital parce qu'il m'a demandé une fois, il m'a dit si je veux partir, je veux que ce soit toi qui me fasses partir à la maison. Donc voilà. Après, il m'a dit non, mais en fait, je veux pas partir à la maison, ce sera trop dur pour toi. Okay. Et donc là, il était à l'hôpital, il était pris en charge, oxygéné, il y avait tout. Et ça s'est fait très rapidement. Et il a pu voir toute sa famille quasiment. Donc c'était vendredi soir l'annonce. Le samedi, il a encore pu beaucoup discuter. Il a retrouvé une cousine qu'il n'avait pas vue depuis super longtemps. Ils ont beaucoup discuté. Le dimanche, il était déjà dans le coma. Okay. Le lundi, il était dans le coma. Ses enfants sont venus, lui ont parlé. Après, ils sont partis. Moi, j'ai mangé. Je suis restée avec lui. Et puis à un moment donné, je suis partie avec ma famille pour manger parce que j'avais trop faim. J'étais épuisée.
Et en fait, les quelques secondes après que j'ai quitté la pièce, il était avec son papa et il s'est arrêté de respirer. Et c'était dur, c'était triste, mais c'était la fin d'un combat qui nous avait épuisés tous les deux et qui était très très dur émotionnellement. Ouais. Où moi, je me suis complètement oubliée, je me suis focalisée à fond sur lui. Et si j'étais à refaire, je m'étais dit, je le referais, je changerais rien du tout à ce que s'est passé. J'étais à 100% pour lui. Ça n'a pas toujours été facile, ça a créé des tensions des fois voilà, mais je referais exactement la même chose. Ok. Donc, si je comprends bien, quand tu dis j'étais à 100% pour lui, toi, t'avais arrêté de travailler. Il y a eu des périodes où quand lui ça allait mieux, qu'il était un peu plus stable, je reprenais le travail. Okay. Mais dans le nouveau travail où j'étais, déjà quand j'ai été embauchée, je leur ai dit, écoutez, j'ai mon conjoint qui a une maladie grave, je leur avais dit la leucémie, etc. Donc ça va pas être facile, je sais pas trop comment ça va se passer, il y a ça. Alors eux, ils ont tout compris, etc. Et ils m'ont aussi beaucoup accompagnée quand même. Ils ont accepté qu'il y a des fois, je les plante au dernier moment en leur disant, par exemple, là, ils m'ont annoncé son décès, je vais pas pouvoir venir, ou là, il a rechuté, est-ce que on peut échanger des jours, ou est-ce que cette garde, je peux pas la faire, ou là, faut que j'aille le chercher à l'hôpital, je vais pas pouvoir, et ils ont été hyper arrangeants. Okay. Hyper arrangeant. Je me suis mise en arrêt même à des moments quand je savais qu'on allait passer beaucoup de temps à l'hôpital. On avait emménagé chez sa mère qui était à côté de Lyon. Okay. Et du coup, je savais que j'allais pas pouvoir être là-bas du coup sur les derniers mois. J'avais repris un peu en janvier, on était revenu à la maison. Mais pareil, encore le jour où l'annonce, je leur ai dit je pourrais pas. Okay. Et donc oui, je me suis mise, j'ai mis à certains moments, j'ai pu mettre mon job entre parenthèses. Okay. Et prendre du recul aussi sur mon boulot. Je t'avoue que maintenant que j'y repense, en fait, à cette période-là, je me souviens même pas de comment je vivais les journées de boulot. Okay. Enfin, je sais pas s'il y a eu des choses qui m'ont perturbée, s'il y a des choses qui m'ont, des clients qui m'ont emmerdée, ou si j'ai eu des grosses joies ou des grosses peines au niveau du boulot. Je t'avoue que c'est tout flou, quoi, cette période-là. Ok. Ouais. Et comment ça se passe alors la suite? Parce que ta vie continue, la sienne s'arrête, mais la tienne elle continue, et l'après, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, est-ce que tu as envie de nous dire? L'après, c'est très doux. Je trouve c'est le mot qui me vient là, c'est très doux. Il est parti le 10 février 2020. Moi, je me suis mise en arrêt et je leur ai dit que je verrais quand est-ce que je reviendrai à mes patrons. Je leur ai dit que je reviendrai à 50% seulement au début et que je verrais quand est-ce que je reprendrai un temps plein. Il s'est trouvé qu'au bout d'1 mois et demi, je me sentais prête à reprendre le mi-temps. Et je crois au bout de quelques mois encore après, j'ai pu reprendre un temps plein. Mais parce que pendant la période où il y a eu le confinement en plus à cette période-là, mars. Ouais. Donc c'était un espèce d'entretemps aussi mondial qui fait que j'avais l'impression d'être vraiment dans un flottement entre deux eaux où la vie, il faisait beau. J'étais dans mon jardin avec mes animaux, les oiseaux qui chantent, le printemps. Je me reposais, je discutais avec ma famille, sa famille, on était très en lien. Je testais plein de recettes que j'avais envie de tester. Je voyais, et du coup c'était très doux, et je me suis remise à me dire voilà, maintenant il faut que tu penses à toi, que tu essayes de savoir ce que tu veux dans la vie, ce qui te plaît. Parce que il faut savoir qu'avec Fabien, on avait une relation qui était très fusionnelle, qui me convenait très bien à cette époque-là. Mais c'était une relation où j'avais tendance à m'oublier un peu aussi, déjà dans notre relation. Où pour moi, c'était le couple.
Le couple était important, c'était nous deux, et on se fondait un peu dans le couple, et nos deux individualités étaient un peu oubliées à chacun de nous. Et là, je me suis dit, bah non, là, je veux pas ça, je veux penser à moi, je veux comprendre ce que je veux moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'aime, etc. Et du coup, voilà, j'ai fait plein de recherches sur Internet, sur essayer de comprendre, tu sais, des tests de personnalité, des trucs sur, c'est un peu couillon, mais Bélier, c'est quel tempérament, moi, je suis plutôt aussi quel type d'élément en médecine chinoise je suis. Tu vois, je me posais beaucoup de questions sur quelle était ma personnalité, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je ressentais, etc. Et donc voilà, donc je reprends le travail en pensant à moi. Dans ma tête, je me suis dit, ton deuil, il va faire 1 an. Et je me suis rendu compte que dans la médecine japonaise ou chinoise, on considère qu'un deuil dure 1 an. C'est un cycle. Et moi, je m'étais dit, ça va être tu vas passer toutes les premières étapes, en fait, pendant 1 an sans lui. Les premiers anniversaires, les premiers Noël, les premières fêtes. Et du coup, je savais que cette première année, ça allait être vraiment vivre mon deuil. Ouais. Voilà. Donc, je m'étais laissé 1 an. Et en fait, ça allait très bien jusqu'à... J'avais l'impression vraiment d'avancer sur mon deuil. J'avais pas l'impression de passer par les différentes phases qu'il y avait. Tu vois, par exemple, j'ai pas été en colère. Alors, j'ai pas été en colère contre la maladie. Souvent, les gens disent mais t'as pas été en colère contre l'univers, la maladie qui t'a retiré ton conjoint, c'est terrible ce qui t'arrive. Moi, j'ai été en colère contre lui pour certaines choses qu'on n'avait pas pu se dire, justement, que voilà, sur lesquelles il avait eu peur de me parler. Je me suis dit mais t'as pas eu confiance en moi, en mon amour, donc j'étais en colère contre ça, voilà. Je pense pas avoir eu de déni. Alors peut-être parce que mon deuil aussi avait commencé avant son vrai décès aussi. Mais donc voilà, donc j'ai évolué dans mon deuil de manière plutôt moi qui me convenait, que je trouvais bien, par étapes. J'étais accompagnée là aussi. Là par contre, j'avais des médicaments. Okay. J'ai accepté de me mettre sous médicaments. Mon médecin traitant m'en avait parlé. Je dis oui, là, il me faut. Là, il me faut. J'ai besoin d'avoir une béquille. J'avais pas peur d'être dépendante. Mais par contre, j'étais pas du genre à me noyer dans le travail. Mon patron qui me dit non mais tu sais il faut bosser pour oublier, pour repartir et tout. Non, en fait non, c'est pas mon truc. L'alcool, les drogues, c'était pas mon truc non plus. Par contre moi ce que j'ai ressenti, ce que j'avais besoin, c'était de me recentrer sur moi et profiter de mes temps libres. Et c'est clairement pas m'oublier dans le travail. Alors là, c'est pas du tout mon truc. Ça n'a pas été sa stratégie. Voilà. Et en fait, la période la plus difficile, ça a été quand sont arrivés la fin des 1 an. Quand est arrivée la fin des 1 an, à la date anniversaire, en fait, plus la date approchait et plus je sentais que je replongeais et que c'était de plus en plus difficile. Et donc je suis pas comme si tu sentais qu'il y avait quelque chose de terrible qui allait arriver. Ouais. C'est un peu ça les dates d'anniversaire. Sur ce genre de choses. Okay. Tu sens qu'il y a quelque chose de terrible qui va arriver, limite que tu vas mourir aussi, tu vois. Enfin, c'est vraiment cette sensation-là qui arrive. Et puis, au final, tu vis les choses. Le jour même, tu vas avec sa famille. Tu as besoin de t'entourer des personnes qui le connaissaient, de parler de lui, voilà. Ouais. Et ça réconforte et ça fait du bien. Et tu passes cette mauvaise journée entourée. Et après, la vie continue. Ouais. La vie continue. Et par contre, j'étais toujours dans cette optique d'apprendre à me connaître. Et puis, t'as la question que j'imagine beaucoup de vétérinaires se posent. Je dirais pas tous, parce que je pense pas que c'est tous, mais je pense beaucoup de vétérinaires se posent. C'est est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire, du coup? En me posant la question de qui je suis, est-ce que je veux vraiment être vétérinaire? Ouais. Est-ce que la chirurgie c'est quelque chose que j'aime pas faire parce que c'est pas mon truc, ou est-ce que j'aime pas faire parce que j'en fais pas souvent et que je suis stressée?
Est-ce que ça me plaît d'avoir ce stress régulier sur de devoir sauver un animal, d'avoir l'anesthésie, de pas pouvoir soigner un animal, de discuter avec les gens, etc. Est-ce que je suis OK avec ça? Et je sentais bien que j'avais reperdu un peu confiance en moi, que j'avais peut-être un syndrome de l'imposteur, un petit truc, etc. Et aussi, j'avais besoin de retrouver ma force et ma force intérieure et la pleine possession de mes moyens. OK. Que j'avais l'impression de pas avoir, de plus avoir. Je me sentais extrêmement forte tout le long de la maladie. Ouais. Parce que avec mon côté médical, je maîtrisais, etc., certaines choses. Et là, j'avais l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses et j'avais toujours été un peu à dire oui, oui, oui à tout le monde, d'arranger tout le monde, d'aider lors de l'enterrement, la préparation d'enterrement. J'ai géré les conflits familiaux entre le père et la mère divorcée de Fabien. J'ai anticipé et géré les éventuels possibles conflits familiaux qu'il pouvait y avoir entre mes parents divorcés et ma belle-mère. Enfin, et donc, et tout ça, voilà, j'avais envie de me recentrer sur moi et d'être capable de dire non. Ouais. Mais voilà, j'avais peur, j'aimais pas le conflit, donc je voulais aussi être plus à l'aise avec ça, et du coup, je recherchais un coach. Un coach, parce que c'est la grande mode, les coachs d'industrie, coaching de vie, etc., pour t'aider justement là-dedans. Et j'avais trouvé que des coachs pour les entreprises, OK. commerce, etc., et ça me parlait pas. Et à un moment donné, je sais pas si on était amis sur Facebook à ce moment-là ou pas, mais t'avais dû poser un post qui m'avait alertée et j'avais aimé. On était entrés en contact et en fait, je me suis dit c'est elle. C'est elle parce que parler avec quelqu'un qui connaît pas mon métier, qui comprend pas ce par quoi je passe au quotidien, tout ce que j'ai vécu de la prépa, l'école, des patrons qui sont pas toujours faciles, les clients. Je pense que ça aurait été compliqué. Je pense que j'aurais eu honte de lui dire certaines choses que tu ressens, que tu penses dans ton métier. Enfin, c'est des choses qui sont pas faciles déjà à accepter soi et pas faciles à dire quelqu'un. Je me suis dit, mais il va se dire, mais c'est bon, ça va, elle est véto. Même ma belle-mère m'a dit, quand je lui ai dit que j'avais fait un coaching, ah bon, bah, pourquoi t'as besoin d'un coaching? Enfin bref, je me suis dit voilà, il me faut quelqu'un qui est vétérinaire parce qu'elle va savoir, elle va comprendre ce que je vais lui dire et je vais me sentir plus à l'aise et plus en confiance. Et du coup, on a fait notre entretien et juste après, je me souviens, je me suis dit oh là là, mais en fait, je suis pas sûre, j'ai peur. J'ai peur de plein de choses, j'ai peur. Je crois que je me souviens, ce qui m'avait surtout marqué, c'est que je me suis dit non, mais en fait là, t'es en train de dire que tu veux accepter les conflits et que en gros le truc ça va être ben je me suis pris une claque donc je vais tendre l'autre joue, mais c'est pas ça que je veux. Non, moi je veux me respecter moi et tout. Et du coup je t'avais envoyé un méga long mail. C'est ça. Je me disais oh là là j'ai besoin d'être rassurée. Et du coup tu m'avais vachement rassurée et je me suis dit allez c'est bon on y va. Et ça a été la meilleure chose. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Waouh. Ouais. Merci. Quel honneur. Ouais, non, je le répète à tout le monde, enfin, toutes les personnes qui m'en parlent, c'est une certaine somme d'argent, mais franchement, je le remettrai, ça vaut largement le coup. Le travail qu'on a fait ensemble, ton accompagnement, les prises de conscience géniales que j'ai eues ou les déclics où tu dis ah mais en fait je suis comme ça. Oh mais en fait oh là là, mais quand je t'avais envoyé un vocal en pleine nuit où je me disais mais j'avais réalisé, je pensais que j'avais pas confiance en moi parce que les gens en plus te le disent ah faudrait peut-être que tu prennes un peu plus confiance en toi, etc.
mais en fait, j'avais confiance en moi parce qu'à tel moment, j'ai pris telle décision, parce que je suis courageuse, parce que je fonce, parce que si ça, mais en fait, j'ai confiance en moi. Mais ça a été la révélation, l'une des révélations de ce coaching. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que voilà, j'aime les animaux, j'aime mon métier. C'est pas toujours facile, mais c'est normal. Un métier, ça a toujours des moments où c'est pas toujours facile. Ouais, bien sûr. Et j'adore le relationnel. C'est toujours quand je repense au métier de haut, il y a pendant une longue période, c'était difficile de discuter avec des copines qui étaient en zoo, voilà. C'était très difficile. Et là, je regrette pas parce que le relationnel avec les propriétaires, les petits chiens, les petits chats. Là, tu vois, je suis partie 3 semaines en vacances. Ouais. À la 3e semaine, j'étais, oh là là, j'ai hâte de rentrer. Ah, c'est beau, J'ai ça. hâte de retrouver mes petits animaux et tout, les petits chiens que je trouve tous trop beaux, les petits chachous, discuter avec les gens. Et je me suis dit, ouais, là, en tout cas, maintenant, c'est vraiment magnifique. Vétérinaire, ça me plaît trop, quoi. C'est beau, hein? Ouais, T'as je suis des trop étoiles contente. dans les yeux. Ouais. Trop beau. Et j'entends que t'as vraiment fait une quête vers toi-même pour en arriver à cette certitude-là. Aujourd'hui, qui je suis, là où j'en suis, je suis bien à ma place et je suis bien dans ce que je fais. Ouais. Et c'est aujourd'hui, j'entends ça aussi de là maintenant. T'es vraiment connecté à, pose pas la question, est-ce que pour toute ma vie, en tout cas je l'ai pas entendu, mais tu sais que là maintenant, t'es dans le kiff de ça, de ce que t'as construit. Et... C'est ça. Beau, hein? C'est ça. Et avec tout le bagage de ce que j'ai vécu et du coaching, parce que tout ce que j'ai vécu aussi, ça m'a apporté beaucoup de force. Je sais que j'ai cette force-là. Pour l'instant, effectivement, ça me va, ça me convient. Ouais. Et je sais que si à un moment donné, ça me plaît plus, ou si j'ai envie de changer, ou si je veux déménager, enfin, ben, il y a pas de souci. Je sais que j'ai des ressources, que je retomberai sur mes pattes. Génial. Et en avant, que ce sera pas forcément facile, mais voilà, je sais que j'ai toutes les ressources en moi et dans mon entourage pour y aller, quoi. Ok, trop bien. J'aimerais bien te poser une ou deux questions sur la suite en termes de vie amoureuse. Et si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Ça marche? Ouais. Moi, il y a une question qui me trotte. On a bien reparlé là de ta reprise professionnelle et tout. Je me dis, et ta reprise de vie amoureuse, comment ça s'est passé le retour à s'autoriser, l'envie de séduire, l'envie de plaire, l'envie d'une intimité? Comment t'as vécu ça en fait? Eh ben, le retour à la vie amoureuse, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais je sais pas si c'est le lendemain de le jour de l'enterrement ou dans les jours qui ont suivi le décès de Fabien, j'ai sa famille qui m'a dit: «Non mais de toute manière, tu vas retrouver quelqu'un, t'as toute la vie devant toi, t'es jeune, tu vas te remarier, nous on veut venir là te voir, que t'aies des enfants, on veut faire partie de ta vie, il faut que tu retrouves quelqu'un, etc.» Et moi j'étais là, mais non en fait, enfin de quoi vous me parlez? J'entends ce que vous me dites, que ça part d'une bonne intention et que c'est pour essayer de me, je sais pas, déculpabiliser, rassurer, je ne sais pas quoi, mais en fait là, je ne peux pas l'entendre. Enfin là je suis en train de vivre quelque chose, enfin je comprenais pas pourquoi elle me le disait, tu vois. Et donc c'était un rejet complet de ça. Avec Fabien, on avait parlé de mariage et sa mère m'a même dit: «Est-ce que tu veux te marier post-mortem? Ça se fait, c'est possible.» Et dans ma tête, j'ai entendu un grand non. Parce que je savais que c'était pas bon. Enfin voilà, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, mais bref, donc ça, même si c'était dur pour moi d'accepter certaines choses dans cet après lui, parce que on n'était pas mariés, on n'était pas pacsés. On avait notre maison, on n'avait pas d'enfants. Lui, il avait été marié, il avait des enfants. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter de dire j'ai pas ma place là. Mais j'ai réussi à travailler là-dessus. Et assez tôt, j'ai recommencé à m'ouvrir en tout cas à une autre personne. Mais en fait, je me suis ouverte à une autre personne parce qu'elle m'a apporté dans ma quête de reconnexion à moi-même.
Et en fait, parce que c'était une personne qui gravitait autour de certains mondes et qui m'a ouvert les yeux sur un certain monde. J'ai vécu des choses très très fortes lors de l'enterrement, presque ésotériques. Ok. Et c'est des choses que j'avais envie de retrouver, des choses que j'avais envie d'explorer. Et en fait, cette personne-là m'a permis de creuser un peu là-dessus. C'était en fin de deuil. Et du coup, quand moi, ça a été trop dur émotionnellement, quand la date fatidique commençait à arriver, j'ai mis un terme à la relation parce que c'était trop dur, parce que c'était plus possible. Et donc après ça, j'ai mis plusieurs mois à me réouvrir à la rencontre, mais en sachant ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, voilà. Donc j'étais un peu plus directive et tu vois là, je m'étais dit grosso modo, en gros c'est environ 3 ans. C'est marrant, j'ai des dates comme ça des fois qui viennent et environ c'est 3 ans avant de réentamer une relation. Et finalement, c'est au bout de 2 ans et demi que j'ai rencontré mon conjoint, qui est mon conjoint actuellement, avec qui j'ai refait ma vie, qui est au courant, qui avant qu'on se rencontre, parce qu'on s'est rencontrés par le biais de mes voisins en Saône-et-Loire, qui était au courant déjà de mon histoire, qui lui a aussi vécu des choses pas faciles. Et du coup, on s'est un peu retrouvés. Lui, il avait vécu une histoire qui a duré 6 ans, exactement à la même période à laquelle moi j'ai vécu les 6 ans avec Fabien. Et pendant 2 ans, il a été célibataire. Il a travaillé sur lui. Il a fait en fait le même travail qu'on a fait en coaching, il l'a fait avec sa psy. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux au fait de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait pas, de nos valeurs. Et du coup, ça a été presque une évidence. Et sur la communication, la vie que j'ai vécue avec Fabien, elle a été merveilleuse. C'était une autre vie et une autre relation. Et là, c'est une autre vie aussi, une autre relation. Et on a plein d'autres projets. D'ailleurs, on se voit pas du tout faire notre vie tout le temps ici. On a envie de faire 1 an à l'étranger. Okay. On a envie de peut-être déménager plus tard. Voilà. Et c'est génial de vivre une relation amoureuse où on comprend nos bagages l'un et l'autre. On en discute. Il connaît Fabien, il connaît sa famille, il a rencontré ses enfants. On en parle régulièrement. Ouais. Et il est OK avec ça. Et il sait que ça fait partie de moi, que ça fait partie de ma vie. Et je l'ai rassuré. On a beaucoup discuté et je l'ai aussi beaucoup rassuré sur le fait que moi, j'ai avancé. Ça fait partie de moi, mais je suis pas bloquée dans le passé. Il est à côté de moi, mais on avance. Voilà. Génial. Merci d'avoir bien voulu répondre à cette question de curiosité indiscrète. Mais je me suis dit, si moi je me la pose, il y en a d'autres qui doivent se la poser aussi. Je te propose de voir s'il y a quelque chose que tu aurais aimé te dire dans cette interview que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire encore avant qu'on s'arrête. Oui. Je pense à un film qui s'appelle La beauté cachée, qui est un très beau film. Avec notamment Will Smith, Keira Knightley et Hélène Mirren. Oui, ouais. Et qui est magnifique et en fait qui m'a beaucoup fait pleurer parce qu'il fait beaucoup écho à ce que j'ai vécu. Alors lui c'est la perte d'un être proche qui est différent de moi, mais en gros l'image de ce film, et c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti aussi, c'est que derrière toutes les étapes qui sont difficiles et qu'on traverse, où tu te dis c'est la merde, là je suis 6 pieds sous terre, là je suis au fond du trou, là ça peut pas être pire, jamais je me relèverai, jamais je vais réussir à passer au-delà, à survivre, à remonter. Et dans toutes ces épreuves qu'on nous fait passer qui sont difficiles, il y a un après. Il y a un après avec du soleil et il y a un après où tu te rends compte que la beauté cachée des choses, il y a toujours quelque chose qui en ressort, qui est beau
dans ce que j'ai vécu avec Fabien, dans ce que j'ai appris sur moi, dans tout ce qui va m'accompagner ensuite par la suite. Il y a toujours quelque chose de positif, de lumineux, de l'amour. Il y a toujours quelque chose de beau. Merci pour cet ajout que je trouve très précieux. Les gens qui voudraient te contacter, comment est-ce que ils pourraient le faire si tu es d'accord que des personnes puissent t'écrire, te contacter à la suite de cet épisode? Par mail. Comme ça, moi, je trouve ça un peu plus facile pour moi. Je trouve ça un peu moins intrusif que le téléphone. Ouais. Et je trouve que des fois sur Messenger, on se sent parfois un peu obligé de répondre rapidement, etc. Alors que par mail, ça permet d'avoir un peu plus de... C'est ce qui te convient. Laxité. Ça me convient. Super. Ton mail, c'est quoi? C'est maurinedumoulin@gmail.com. Je te propose de te poser ma dernière question. Imagine que c'est le dernier jour de ta carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de ce que tu as vécu, de ce que tu as fait, de comment tu l'as faite, comment tu l'as menée cette carrière? Qu'est-ce que tu aimerais en dire? J'aimerais en dire que je l'ai menée comme elle devait se mener. Ne pas avoir de regrets sur les choix, me dire que les choix que j'ai faits, c'était des choix en conscience. C'est pas facile parce que ma carrière, elle est quand même à son tout début. Mais oui, j'aimerais me dire que même si je fais pas vétérinaire toute ma vie, c'est pas grave. Et que ce qui compte, c'est que je m'épanouisse dans ce que je fais. La retraite, honnêtement, moi, dans ma tête, je me dis que j'en aurai pas. Ouais. Donc, déjà, c'est 67 ans. Et que du coup, ma vie, elle se vit maintenant et que je vais pas attendre 67 ans pour la vivre, pour faire les voyages, les sorties, les activités que j'aime et profiter des gens que j'aime, que c'est maintenant. Et j'ai la chance d'avoir un travail actuel qui me permette ça. Et j'ose espérer qu'à la fin, le dernier jour de ma carrière, je me dirai, j'ai fait en sorte de trouver du travail qui me permette de vivre ma vie à côté aussi. Magnifique mot de la fin. Merci Maureen. C'était un plaisir de passer ce temps avec toi. Plaisir partagé. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle suite de journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous venez d'écouter ce podcast. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.